quels sont les différents types de fraude électorale et comment y mettre fin. Chaque fois qu'il y a élection, les gens ont peur. On se dit aujourd'hui sera le dernier jour. Ah, ça va finir aujourd'hui. On entend de tout. Mais quand on ne connaît pas un problème, comment est-ce qu'on peut lutter contre le problème et comment on peut anticiper? Et donc, on va vous expliquer aujourd'hui les différents types de fraude qui se déroulent durant les élections là. On va vous expliquer et puis quelles solutions il faut pour mettre fin à ces fraudes. C'est ce qu'on va vous expliquer. Les experts mettent en garde contre la dégradation de la qualité des élections dans le monde entier. Plus de 4 milliards de personnes pourront voter en 2024 dans plus de 60 pays. Face à la crainte d'un recul de la démocratie, des experts expliquent les différentes manières dont le processus électoral peut être corrompu et comment le repérer. Il dit que la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui dans le monde là, tous ceux qui sont des experts en matière d'élection sont d'accord aujourd'hui que la qualité des élections dans le monde là souffre. Et ils mettent en garde pour dire faisons attention. Sinon, les élections risquent de devenir des explosions dans nos pays. En 2024, il y a plus de 60 pays qui vont voter des présidents. Mais quand on regarde la montée du populisme, la montée du désordre, la désinformation et surtout la démocratie elle-même qui est en train d'être bancale, ceux qui sont des gens qui sont des experts, des grands connaisseurs des élections, nous expliquent les différentes manières par lesquelles on peut détruire les élections et comment il faut être capable de repérer ces causes-là. Et donc, dans un premier temps, ils vont nous expliquer qu'est-ce que l'intégrité électorale. C'est lorsque l'ensemble du processus électoral reflète la volonté des électeurs et la manière dont ils votent, déclare Riccardo Scellery, fonctionnaire électoral de l'Union européenne. Selon lui, les citoyens doivent pouvoir avoir confiance dans le processus afin de se rendre aux urnes le jour de l'élection. L'élection doit se dérouler de manière transparente afin que chacun dispose des informations dont il a besoin, déclare M. Scellery, qui travaille pour la division démocratie et observation électorale du service extérieur de l'Union européenne. Il y a un monsieur qu'on appelle M. Scellery. Il travaille pour la division démocratie et observation électorale du service extérieur de l'Union européenne. Lui dit que l'intégrité électorale, là, c'est que le jour des élections, là, je puisse aller voter et quand j'ai fini de voter, on proclame les résultats sans problème et sans manipulation. C'est aussi la capacité d'aller voter en ne craignant pas que sa vie est en danger. L'élection doit être ouverte à tout le monde. Il ne s'agit pas simplement de permettre aux électeurs de voter et après d'aller manipuler les chiffres. Il ne s'agit pas seulement de dire aux gens allez voter, mais on a bien pris le soin d'interdire à d'autres partis politiques de participer. Il ne s'agit pas de dire allez voter, alors que pendant la campagne, on a été nous-mêmes les artisans de la violence. Il dit tout ça là. Quand on parle de l'intégrité des élections, il faut que toutes ces conditions soient réunies. Pas de violence pendant les campagnes. On n'interdit pas à un parti politique de présenter un candidat. On ne crée pas de la désinformation et on laisse tout le monde aller voter sans inquiéter qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle la bonne tenue de l'intégrité d'une élection. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Nick Cheeseman. Lui, il est professeur de démocratie à l'université de Birmingham au Royaume-Uni. Il explique que ses recherches montrent que la qualité des élections où les candidats et les citoyens peuvent participer librement et où les votes sont comptés et avec précision est en déclin dans toutes les régions du monde. Monsieur Nick Cheese, lui, il est professeur en démocratie. Il y a une université au Royaume-Uni qu'on appelle Birmingham. C'est là-bas que lui travaille. Il dit aujourd'hui, là, dans le monde, là, c'est vrai, les gens votent, mais ce qu'on a constaté, là, c'est qu'il y a trop de trucage dans les élections. Quand les gens vont voter, si on ne truque pas pendant le vote, on truque pendant le moment de donner les résultats. Et ça, il y a un risque que les élections de mauvaise qualité deviennent la norme, a-t-il ajouté. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises élections qui sont prises pour des normes
comme en Russie, où des élections se font et les chiffres même donnent envie d'avoir le vertige. Cependant, il reconnaît qu'aucune élection n'est parfaite. Mais des élections de qualité permettent aux électeurs de choisir leur gouvernement et de donner des comptes et de demander des comptes à leurs dirigeants, a déclaré M. Cheeseman. Aux États-Unis, le charcutage électoral, la suppression d'électeurs et la désinformation suscitent de vives inquiétudes. Maintenant, ce qui est encore le plus triste dans l'histoire, les États-Unis qui ont basé même leur politique sur l'exportation de la démocratie. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai posté un documentaire. La démocratie américaine est-elle malade? Suivez-la très bien, parce que ça va vous permettre de bien comprendre de quoi je suis en train de parler. Ce qui a fait l'une des forces des États-Unis, c'est sa capacité d'associer sa grandeur à la politique de la démocratie qu'elle a exportée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est ce même États-Unis-là aujourd'hui qui sabote la démocratie à travers des gens comme les Donald Trump. C'est ce même États-Unis-là qui donne des modèles difficilement compréhensibles. Quand on parle des grands électeurs, les grands électeurs n'est que de la corruption morale dans les élections. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous expliquer le système des grands électeurs. Mais c'est simplement fait par les lobbies, c'est-à-dire les groupements d'intérêts. Aux États-Unis ici, si vous avez bien remarqué, je crois que c'était en 2020, Hillary Clinton, si on part sur le suffrage universel, là, elle a gagné Donald Trump. Ça veut dire, comme dans les élections se passent chez nous, là, la personne qui a le plus grand nombre de personnes gagne là. Hillary Clinton a gagné le plus grand nombre de personnes. Mais au nom d'une certaine politique de grands électeurs, ils vont corrompre des gens et une personne peut représenter tout un État là-bas. Et c'est eux qui disent qu'ils sont en train de faire démocratie. Et donc, en agissant comme ça, les gens se sont dit, mais finalement, de qui se moque-t-on? Vous-même, vous n'avez pas un modèle qui peut inspirer confiance et on sait comment vous faites le charcutage électoral où on coupe par exemple les voix de New York, on prend un seul État qui peut couvrir, un individu qui peut couvrir tous les votes de New York. Où on a vu des gens on nous dit non, c'est la technologie, il y a des électeurs qui ont été supprimés dans les machines. Et en plus de cela, la désinformation, les mauvaises informations. Est-ce qu'on n'a pas vu comment des services de renseignement russes ont désinformé des électeurs? Et ça a eu des impacts ici aux États-Unis. Et donc, quand on regarde tout ça, ça amène à douter de la qualité des élections et donc de leur intégrité. Et tout ça, ce n'est pas fait pour arranger les choses. Mais il dit pour cela, il faut qu'il nous explique bien ce que c'est que la manipulation électorale. Le processus électoral commence le lendemain d'une élection et se poursuit jusqu'à l'élection suivante. Selon les experts, la manipulation des électeurs peut se produire à n'importe quel moment de ce cycle. Et donc, pendant le processus électoral, là, on peut manipuler les électeurs à n'importe quel moment. Seuls les amateurs truquent les élections le jour même. Les professionnels manipulent les élections 1 an à l'avance, explique M. Cheeseman. Il dit, beaucoup pensent que les élections, là, c'est le jour où tu t'en vas voter et puis le jour où on donne les résultats. Il dit, non, non, non. Si c'est ce que toi tu avais toujours pensé, là, il faut te détromper. Pour gagner une élection ou même pour manipuler une élection, là, il dit, il faut prendre au moins 1 an. Souvent même, ça peut être plus d'1 an. Et donc, on truque les élections. Si tu vois quelqu'un truquer les élections le jour des élections, c'est un amateur. Ça veut dire c'est un prin-prin. Il ne connaît pas. Sinon, là, pour bien truquer les élections, là, on fait ça 1 an, 2 ans avant. Et donc, parmi les techniques qui sont utilisées, s'il y a des gouvernements qui sont au pouvoir, ils peuvent utiliser déjà les forces de l'ordre pour intimider les opposants. Comme ce qui est en train de se passer au Mali actuellement. Aujourd'hui, tous les opposants sont intimidés. On peut censurer les médias pour empêcher l'opposition de faire passer son message et modifier le processus d'inscription sur la liste électorale. Est-ce qu'aujourd'hui au Burkina, les médias ne sont pas censurés? Tout ça, c'est fait pourquoi? Pour essayer de biaiser la capacité des citoyens à écouter des informations variées et se faire leur propre idée. Parce qu'une élection, là, chacun doit parler et tu dois être capable de faire toi-même ton propre résumé, ta propre synthèse. Mais c'est quand on entend une seule voix,
Ça veut dire qu'on impose aux esprits une voie à suivre. De la même manière, pour manipuler une élection, il faut savoir que dans le processus d'inscription sur la liste électorale, comme on avait vu avec Laurent Gbagbo, un an ou bien un bon moment avant les élections, on va créer des problèmes de toutes pièces et demander qu'on enlève une bonne partie des électeurs, comme on a vu en 2010 avec Laurent Gbagbo. Et après, on va créer encore des problèmes dans la liste même, sur la liste électorale. Et donc, quand vous voyez chaque fois les opposants ivoiriens sortir, il faut qu'on revisite la liste électorale. Nous, on s'assoit, on les regarde. Ça nous fait rire, en fait. Parce que vous n'allez pas nous tromper. Et vous n'allez pas nous demander de nous tromper nous-mêmes. Cette liste électorale que vous trouvez problématique, c'est cette liste électorale qui vous a donné des députés. Ça ne vous a pas posé de problème. C'est cette liste électorale qui a fait élire Michel Gbagbo. Ça ne vous a pas posé de problème. C'est cette même liste électorale qui vous a fait avoir des maires. Ça ne vous a pas posé de problème. C'est cette même liste électorale qui vous a fait avoir des conseillers régionaux. Ça ne vous a pas posé de problème. Mais vous voulez que le RHDP manipule les informations pour vous faire plaisir en se mettant une balle dans la tête. Et puis après, maintenant, vous allez vous asseoir pour dire que le monde va bien. Mais ça se fout des Ivoiriens. C'est à vous. Vous êtes sortis ici au moment des élections municipales et couplées qui se sont passées en septembre. Que la liste électorale est truffée de fautes avec les Habiba. Quand M. Koulibaly Kubé est sorti, il vous a dit si vous avez les preuves, amenez-les. Même jusqu'à aujourd'hui, on vous parle. 17 février, vous n'avez jamais été capable. Ça veut dire vous mentez. Et donc, ça fait mal en fait parce que vous perdez le temps aux gens. Ce que vous avez dit là, les faits sont tellement récents et que on les connaît, vous n'avez pas été capable d'apporter une preuve. Et donc, vous êtes en incapacité de demander et de montrer que cette liste électorale n'est pas fiable. Et donc, on ne s'occupe pas de vous. Mais pourquoi ils font ça? Ça participe à la manipulation des élections. Parce que si le parti au pouvoir fait, ça veut donc dire que le parti au pouvoir utilisait une liste qui n'était pas correcte. Mais si le parti au pouvoir ne le fait pas, ça veut dire donc qu'eux ils vont utiliser pour dire, vous voyez, il y a le doute sur la liste électorale. Et donc c'est fait pour créer le doute sur la qualité même des élections. Mais effectivement, à partir du moment où il y a doute sur la qualité, celui qui en ressort, il devient difficile pour lui de laver son image. C'est dans ce sens-là que l'opposition est en train d'agir. Ce qui se passe généralement, c'est que le pouvoir met en place des juges qui ne sont pas indépendants, de sorte qu'aucun recours contre les résultats finaux n'est acceptable, explique M. Schellery. Et ça, on le voit très bien dans certains pays comme la Russie, où ce sont des gens choisis qui ne parlent que d'une seule voix, et la voix de M. Vladimir Poutine. Malgré les craintes répandues, cela ne s'est pas passé aux États-Unis. Alors que Donald Trump a nommé 3 juges à la Cour suprême en tant que président des États-Unis, donnant à celle-ci une majorité conservatrice de 6 contre 3, ceux-ci se sont massivement prononcés contre le procès qu'il a intenté pour contester sa défaite à l'élection présidentielle de 2020 face à Joseph Biden. Même dans les pays dotés d'un système électoral solide, les experts nous avertissent qu'il faut rester vigilants face à la fraude électorale. Même les pays dotés d'un système électoral solide, une autre technique de manipulation des élections est le gerrymandering, qui consiste à redessiner des circonscriptions électorales au profit d'un certain groupe. C'est ce qu'on appelle chez nous le découpage électoral. Les partis au pouvoir ou les gouvernements peuvent également utiliser des fonds publics pour soutenir la campagne d'un candidat sortant, diffuser de la désinformation pour discréditer le processus électoral ou acheter des voix. Aux États-Unis, le charcutage électoral, la suppression d'électeurs et la désinformation suscitent de vives inquiétudes, explique M. Cheeseman. Nous avons déjà vu un faux message numérique manipulé
pour ressembler au président Joseph Biden et dire aux gens de ne pas se donner la peine de voter. Et nous ne sommes même pas encore dans le feu de la campagne. Et donc la désinformation est tellement importante que déjà aux États-Unis, on a vu des vidéos où le président actuel demande aux gens de ne pas aller voter le jour du vote. Mais tout naturellement, depuis quand vous avez vu un lion manger du maïs? C'est pour vous dire tellement c'est une chose incroyable qu'on ne pourrait même pas croire en cela. Donc la désinformation, la manipulation et la violence politique risquent également de se produire lors des élections au Salvador, en Inde et au Sri Lanka, a-t-il ajouté. Donc là, il y aura des élections à venir au Salvador, en Inde et au Sri Lanka. À cause de la désinformation, de la manipulation, M. Cheeseman nous dit qu'on risque d'avoir des violences là-bas. Le président russe Vladimir Poutine brigue un 5e mandat à l'occasion des élections présidentielles qui se dérouleront sur 3 jours, du 15 au 17 mars 2024. Donc, du 15 au 17 mars, Vladimir Poutine va aller pour son 5e mandat en Russie. Donc, de quoi est-ce que nous parlent les Afro-Mabouls qui disent que Ouattara a fait 1000 mandats, il a fait 12 000 mandats. Tant que Vladimir Poutine peut faire 5 mandats, Alassane Ouattara fera 15 mandats. Tant que la reine d'Angleterre est là, Alassane Ouattara peut rester. Et donc là, nous, on s'en fout de ce que vous dites. Maintenant, parlons de la fraude électorale elle-même. C'est quoi la fraude électorale? La fraude électorale, c'est toute mesure qui tente de modifier les résultats d'une élection une fois que les votes ont été exprimés. Exemple, Laurent Gbagbo qui vole l'élection. La fraude électorale, on a fini de proclamer les résultats. Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. C'est ça qu'on appelle fraude électorale. Un bon exemple, quand on déclare les élections, les résultats en 2010, deuxième tour, Laurent Gbagbo dit qu'il n'est pas d'accord. On lui dit, mais voilà les chiffres qui sont là. C'est toi-même qui as dit à Choi de venir pour certifier les élections. C'est l'ONU qui a pris son argent pour mettre dedans. Ils n'ont aucun intérêt à choisir ni toi ni Ouattara. Ils disent que la CEI dit que c'est Ouattara qui a gagné. Ceux qui doivent certifier disent que c'est Ouattara qui a gagné. Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. Ça s'appelle de la fraude électorale. Sinon, on dit que c'est un voleur d'élection, Laurent Gbagbo. Il peut s'agir de placer des bulletins de vote pré-remplis dans les urnes, de modifier les décomptes des voix une fois les votes exprimés ou de détruire les urnes pour annuler les votes de l'opposition ou du parti au pouvoir. Et donc, la fraude électorale aussi, ça peut être que Idrissa Aïdara avec moi, on doit aller à une élection. Zana Bamba, comme lui, il est avec moi, il vient, on fabrique des urnes et puis on remplit ça. Et puis, quelque part, dès qu'on finit les élections, au moins on veut compter là, on transforme. On prend notre urne remplie, on dépose et puis on enlève l'autre. Idrissa va perdre. Ça s'appelle aussi de la fraude. On peut attendre, on va faire les élections et puis à un moment on coupe courant en même temps. Dès qu'on coupe courant là, le temps qu'on va dire que courant est revenu là, les élections qu'on avait annoncées là, les chiffres ont été renversés. Ça aussi c'est de la fraude. Ou bien il y a une autre fraude encore qui est là aussi, c'est que les opposants ivoiriens sont spécialistes dans cela. Comme on doit convoyer les urnes, ils vont donc apprêter des jeunes gens, ils vont apprêter des mercenaires. Afin que les résultats puissent être annulés, ils vont s'attaquer aux véhicules qui transportent les urnes. Là, comme ça, on sera obligé d'annuler cette élection-là. Ça aussi, c'est de la fraude. Au cours des 3 jours de scrutin des élections législatives de 2021 en Russie, des allégations de fraude électorale généralisée ont été formulées, notamment des bourrages d'urnes et des menaces à l'encontre d'observateurs électoraux. Des vidéos largement partagées en ligne ont montré des personnes en train de bourrer de papier dans les urnes. Toutefois, le gouvernement russe a déclaré qu'il n'avait pas enregistré de violations significatives entre guillemets, mais vous qui contrôlez totalement le processus, vous pouvez tout simplement mentir, explique M. Cheeseman, co-auteur du livre How to Rig an Election, comment truquer une élection. Selon lui, le trucage des votes peut se produire n'importe où, y compris dans les pays dotés d'un système électoral solide.
Il dit donc, pour truquer les élections là, ce n'est pas une affaire des pays pauvres, ce n'est pas une affaire des pays riches. Ça peut se passer dans n'importe quel pays. On vient de vous expliquer le cas de la Russie, où on a vu des gens en train de bourrer les urnes. Dans ces pays, des observateurs nationaux et des agents des partis politiques sont généralement présents dans les bureaux de vote, afin d'enregistrer les votes et de les comptabiliser leurs propres résultats. Les élections présidentielles de décembre 2023 en République démocratique du Congo ont été entachées de problèmes logistiques et des observateurs indépendants ont fait état d'irrégularité généralisée. Les élections qui se sont passées en décembre, là, le 20 décembre au Congo, là, et puis on dit Fachi Beto a gagné. En tout cas, on prend ça comme ça. Sinon, là, il y a eu beaucoup d'irrégularités. M. Cheeseman cite l'élection de 2016 au Ghana, où les partis d'opposition ont utilisé une application de téléphonie mobile pour aider à collecter les résultats. Mais le danger avec cette stratégie, c'est que par mauvaise foi, puisque personne n'a envie de perdre, en général aujourd'hui, c'est ça le danger de l'informatique. Chacun peut manipuler les informations, puisque c'est les hommes qui les font rentrer. Et donc, on peut manipuler les informations et puis les présenter à la face du monde. En Zambie, en 2021, des observateurs nationaux des groupes religieux ont collaboré avec la communauté internationale pour dresser une liste parallèle des résultats. Cela a fait pression sur la commission électorale pour qu'elle publie les résultats similaires. On a aussi constaté quelque chose. C'est aussi de la fraude. Les groupes religieux, avec certaines grandes entreprises en Zambie en 2021, ont créé des résultats parallèles et ont imposé ces résultats-là à la commission électorale zambienne des élections. Ça aussi, c'est de la fraude. Ça veut donc dire que des groupements d'intérêt et des groupements religieux peuvent profiter de leur puissance pour imposer des résultats à des pays. On a vu ça aussi en Zambie en 2021. Cependant, cette tâche s'est compliquée au cours des 10 dernières années, explique M. Cheeseman, car les gouvernements autoritaires ont adopté des lois visant à limiter les activités des sociétés civiles et des ONG au cours des processus électoraux. De plus, les observateurs électoraux n'assistent qu'à la dernière partie du processus électoral, selon M. Shelry, et ne peuvent pas empêcher les fraudes commises au stade antérieur. Dans les pays où il y a la dictature, ce qu'on constate, c'est que les gouvernements de dictature bâillonnent la société civile, enferment les ONG et les retirent de tout processus électoral. Et même les observateurs internationaux ou locaux, on ne leur permet de voir les résultats que lorsque tout est fini, quand ils ont fini de bien faire leur manipulation. Et quand c'est comme ça, les résultats qui sortent, vous les connaissez, ça sera toujours à la faveur du dictateur. Et donc, les partis au pouvoir, les partis d'opposition peuvent-ils commettre aussi des fraudes électorales? Est-ce que les opposants peuvent commettre aussi des fraudes électorales? On vous a déjà donné des cas, mais on va continuer à le dire. L'opposition peut également faire des choses sournoises et s'en tirer selon M. Cheeseman. Quelqu'un comme Donald Trump, qui est actuellement dans l'opposition, peut lancer toutes sortes d'allégations, certainement vraies ou pas. La plupart sont fausses et s'en servir pour tenter de saper le gouvernement, explique-t-il. C'est exactement la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut salir le gouvernement juste pour le salir, pour que cela puisse aider. Le président américain Joseph Biden a déjà été victime d'un faux message numérique, alors que l'élection présidentielle aux États-Unis n'aura lieu que le 5 novembre 2024. Les démocraties sont-elles en danger? Ne nous faisons pas d'illusions. Nous traversons une mauvaise période pour la démocratie dans le monde, a déclaré M. Ricardo Shelry, fonctionnaire de l'Union européenne. Je pense qu'il y a eu une récession démocratique au cours des 5 dernières années. Selon lui, les facteurs à l'origine de cette récession sont notamment la faiblesse de l'économie et l'influence négative des médias sociaux
sur la propagation des théories du complot. Il dit ce qui a fait qu'aujourd'hui la démocratie a pris du plomb dans l'aile, c'est la pauvreté. Parce que là où les gens sont pauvres, on peut les manipuler. Et on leur dit non, le soleil là, le soleil ne sort pas en fait dans la bonne direction. On vous a toujours trompé. En fait, tout ce qu'il y a sur la terre là, c'est le complot. Même Dieu lui-même, c'est un complot. Et donc là, ne croyez en rien. C'est nous, on va venir vous montrer un nouveau monde. Exemple, les panafricains. C'est avec eux que l'Afrique commence. C'est eux qui connaissent l'Afrique. C'est eux qui connaissent tout. Toi-même qui viens en Afrique, toi, tu n'es rien. C'est eux qui doivent t'expliquer. En plus aussi, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est un intellectuel. Ah oui, sur les réseaux sociaux, tout le monde a le... comment on va appeler ça? Tout le monde a le doctorat. Tout le monde est un expert. Tout le monde est un savant. Tout le monde est un Einstein. Et donc, quel bon environnement pour tromper les idiots. Et donc, vous verrez que partout où vous voyez les grandes vues, ce sont eux les savants. Vous les voyez, ils se font appeler coach. Ils se font appeler... Ils ont tous les grands noms. Mais alors qu'au fond, c'est des gens qui sont vides. Des gens qui ne connaissent rien, mais qui abusent de la naïveté des gens. Et donc, les médias sociaux ont eu une influence négative sur la propagation des théories du complot et des mauvaises nouvelles pour tromper volontairement les gens. M. Cheeseman estime que l'avenir de la démocratie dépend surtout du résultat des élections de cette année. Si les gens vivent dans une démocratie où les élections sont toujours truquées, tôt ou tard, ils commenceront à se poser des questions. Quel est l'intérêt de voter ou de participer à la vie politique si le système ne nous permet jamais de faire un véritable choix? Et c'est ça, les grands pays comme les États-Unis qui incarnent la démocratie, tant que ces personnes même qui participent aux élections vont mettre en doute la crédibilité des élections, ça ne fait qu'avoir un impact sur le reste du monde qui se dit, mais finalement, s'il y a doute même dans ces grands pays-là, pourquoi ne pas en même temps désespérer? Et donc, c'est un article de BBC World Service du 15 février 2024. J'ai tenu à le lire et à expliquer avec l'objectif que les uns et les autres vont savoir comment les choses fonctionnent, que les élections, ce n'est pas le jour des élections qu'on les truque et les stratégies qu'on adopte. Et donc, maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous êtes surpris